Alors, Nicolas Lemercier et Julien Marie, alias Tizieux et Glad, sont à l'origine du prochain témoin que nous allons présenter, le collectif Gustave. Bonsoir. Alors, pouvez-vous en quelques mots nous présenter votre projet avec ses objectifs ? Alors, bonsoir à tous. Alors, pour nous, Gustave, c'est mettre en valeur en fait tous les arts visuels, la pop culture de Caen. On va regarder la scène, s'il vous plaît, merci. La salle. Voilà. C'est vrai que c'est, on va dire, tout ce qu'on veut, c'est mettre en valeur les artistes, faire voir un peu tout ce qui est possible dans Caen, parce qu'il n'y a pas forcément que comment dire, les paris sur les artistes s'en vont vraiment. Et nous, on aimerait bien justement le catalyseur, comme Joséphine Chenet, du coup, pour faire accélérer tout ce qui est, on va dire, la culture dans Caen, mais à notre niveau, et le graphisme Caen, en fait. C'est surtout de là qu'on vient. Et, les artistes plutôt urbains, plutôt contemporains. Contemporains, urbains, vivants, canets. Voilà. Voilà, et ce soir, nous avons un gros plan sur l'un de vos artistes présents dans la salle ce soir, Vincent Darnois, 24 ans. Merci. J'ai commencé très tôt le dessin. J'ai commencé à peu près vers l'âge de 10-11 ans. Je suis rentré assez tôt dans une association de Mézillon-Canon pour faire des cours de dessin. Et ça a duré 14 ans. Mon intérêt dans le collectif Gustave, c'est pouvoir participer au développement des expositions, mais également du coup, me faire connaître un peu en tant qu'artiste. Je trouvais que c'était important de rejoindre des gens. J'avais très peu de contacts en tant qu'artiste vers d'autres artistes. J'en connaissais très peu et donc du coup, c'était pour moi l'occasion de m'entourer un peu plus. Alors les projets de l'association à venir, donc du coup c'est continuer à enrichir le carnet d'artistes, comme on continue à accueillir des artistes au sein de l'association. Et puis après c'est continuer tout simplement les expositions, essayer de voir un peu plus large aussi, proposer ce qu'on appelle des workshops, donc essayer de travailler avec des magasins, travailler pour des écoles, pour proposer des ateliers. On a des belles structures dans Caen. On a des lieux magnifiques comme par exemple la place Saint-Sauveur, l'église Saint-Sauveur ici qui peut accueillir des expositions. On a la médiathèque de Caen, la nouvelle. On a quand même énormément de choses qui permettent aujourd'hui à des artistes d'être accueillis. Essayer de s'imposer un petit peu partout, faire vivre les artistes qui sont un peu inconnus dans la région et faire voir à tout le monde un peu le travail et qu'on a des talents canés. Voilà, ça va éviter qu'ils s'exportent un peu dans la capitale, essayer de les garder un peu chez nous et pour faire voir que nous aussi on a une région avec des talents et que du coup il faut continuer à les faire vivre, quoi. Gustave, c'est une référence à un mécène très connu, collectionneur, peintre de la fin du 19e. Alors oui, Gustave Caillebotte, né surtout sur la région parisienne, mais qui a surtout développé son art autour de Donfleur, Deauville. Qui a permis de faire connaître les impressionnistes. Oui, comme aussi, vous espérez aujourd'hui faire connaître les jeunes artistes canés. C'est ça. De tout style confondu. Tout style confondu, ça passe de l'illustration, du dessin pour BD, du comics, également du street art, du street art, du graffiti. Il y a de tout en fait. On essaie de fédérer tous les styles graphiques normands qu'on peut centraliser ici. En fait. Est-ce que Nicolas, vous pouvez nous citer quelques noms d'artistes que vous avez dans votre collectif ? Johan Baudin, par exemple. Johan Baudin, Dark Elixir, le jeune Turb. Mais bon, voilà. Dès ce week-end, il y a une exposition. Ce qui vous manque aujourd'hui, excuse-moi, ce qui vous manque aujourd'hui, c'est un endroit pour exposer de façon permanente voilà, jusqu'à maintenant, toutes les expositions. On fait tout en totale autonomie. C'est-à-dire qu'à côté, nous, on fait des petites missions à droite à gauche pour avoir de l'argent pour l'association. Avec l'argent qu'on récolte, on crée nos expositions de manière autonome. Et maintenant, on aimerait bien avoir un lieu... Un local pour exposer de façon permanente. Exactement. Ouais. En fait, on a un talent et un vivier qui est très riche en Normandie. Si on ne veut pas effectivement qu'il s'en aille, il faut trouver un local sur place. Voilà. Et ce week-end, je crois qu'il y a une expo dès ce week-end prochain. Exactement, nous vous invitons tous dès vendredi soir pour le vernissage de notre nouvelle exposition.
qui aura lieu donc vendredi soir, samedi et dimanche à l'église Saint-Sauveur dans le centre de Caen. Donc c'est une exposition un peu concept qui vous fera, pour certains, en tout cas les plus jeunes et les moins jeunes mais qui restent jeunes, on vous amènera à participer à notre exposition justement. On ne sait plus trop quand on est jeune ou quand on est plus jeune. Depuis le Ouais, discours on du maire reste tout à l'heure. toujours jeune en fait. On est toujours jeune, bon ça va alors, c'est Ouais. rassurant. Merci Merci à le vous. collectif Gustave. Wouh. On revient à l'économie, on va parler de mon département, le département de l'Orne, mais parce qu'Incanez y est allé exercer son talent avec son mari, je vous demande d'accueillir Audrey Régnier, s'il vous plaît, messieurs, dames. Audrey. Audrey, tous. vous êtes partie il y a quelques temps maintenant, travailler Exactement. dans le département de l'Orne, dans une entreprise très fameuse, qui s'appelle l'entreprise Bohin. Exactement. C'est quoi Bohin, déjà? Alors, Bohin, c'est le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre et d'épingles, puisque si j'ai 32 ans sur ma carte d'identité, en fait, j'ai 186 ans d'histoire derrière moi. Ouais, c'est Donc, l'une c'est des un plus gros vieilles package. entreprises de la région. Exactement. Et au départ, vous y êtes allé, Audrey, pour vous occuper du musée, parce qu'il y a un musée dans cette entreprise. Oui, alors je vais revenir un petit peu sur l'historique, comment je suis Bien arrivée sûr. chez Bohin. Donc moi, je suis née à Caen. J'ai ensuite passé de mes 0 à 5 ans à Montivilliers, à côté du Havre. Ensuite, j'ai accompagné mes parents dans l'Orne de 5 à 17 ans à côté d'Alençon. Ensuite, on est reparti sur Caen de 17 à 20 ans. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, c'est mon parcours personnel qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai racheté cette entreprise incroyable. Vous êtes une vraie Normande. Et je suis une vraie Normande. D'ailleurs, je le dis tantôt au moins 10 fois par jour. À 18 ans, donc, je dis à mes parents que je souhaite arrêter les études pour me lancer et ouvrir mon propre bar. Je veux ouvrir un bar culturel. Voilà, je veux vivre pieds nus, la robe longue, les créoles et puis un peu la bohème. Et heureusement ou malheureusement pour moi, étant bonne élève, mes parents me disent il est hors de question que tu arrêtes tes études, tu continues. D'ailleurs, bonjour papa, maman, vous êtes là ce soir. Donc je pars en IUT GEA à Caen, parce que je me dis au moins je vais apprendre la gestion d'un bar. C'est moins sandales, là, quand même. Hein. Exactement. Donc je pars en IUT GEA, qui est une formation formidable, très large. Et je fais mes études, tout se passe bien. Je rencontre des gens formidables. D'ailleurs, ma meilleure amie est là aussi ce soir. Enfin, je vis en force. Hein. Et j'ai la grande chance, le jour de la rentrée de ma 2e année de GEA, de tomber folle amoureuse d'un garçon en IUT GEA qui s'appelle Fabien, qui n'est pas là ce soir. Mais qui est toujours dans ma vie. Qui est toujours avec vous, rassurez-nous. Et donc, voilà, je tombe mal amoureuse. Et lui a décidé de continuer ses études en banque. Donc, je me dis, je vais continuer. Voilà, pour l'attendre un petit peu. Donc, je continue en événementiel, en communication touristique événementielle, dans une école à Angers qui s'appelle l'Estua. Le réseau, c'est très important. Et puis, un repas de famille, je rencontre quelqu'un qui me parle d'un projet de musée dans l'Orne. Alors, ce fabuleux âge adolescent entre 5 et 17 ans où on dit « jamais j'habiterai dans l'Orne ». Voilà. C'était vraiment ma vision de l'époque. Pour moi, Paris, c'était presque trop petit. C'était New York ou Londres au minima. Et on me dit « si, mais vraiment, il paraît que c'est vraiment un chouette projet ». Bon, j'avais des jours de congé en avance dans mon poste à cette époque-là sur Paris. Donc, je pose une journée de congé et je pars dans l'Orne visiter l'entreprise Bohin. Un jour comme aujourd'hui, un froid mais un magnifique temps, un soleil splendide, et j'arrive par le haut de l'usine et je tombe sur des bâtiments incroyables. Je ne sais pas si vous les avez vus juste avant, mais c'est des bâtiments absolument incroyables. On a 10 000 mètres carrés de plancher, une lumière splendide. Voilà, je tombe en amour du lieu, merci. Je tombe en amour du lieu. Et je discute avec mon prédécesseur, donc DJ Vrac. Moi, j'y allais pas pour un entretien, hein, j'y allais vraiment pour découvrir une entreprise. Et on a discuté pendant 3 heures, un vrai ping-pong d'idées. Mais vous devriez faire ça, mais oui, j'y avais pensé, mais oui, c'est bien, etc., etc. Ça a été un moment formidable. Je suis rentrée le soir à Paris et j'ai dit donc à Fabien, qui était toujours dans ma vie aussi à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, c'est pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour moi. Pourtant, je ne voulais pas du tout travailler dans un musée. Il y a combien de temps ça? Est-ce que ça s'est confirmé a posteriori? C'était en 2010. Donc, ensuite, on s'est mariés parce que quand on ouvre un musée comme le nôtre, qui est un partenariat public-privé avec la communauté de communes, ça met un petit peu de temps pour les signatures. Donc, on n'avait pas les signatures. Fabien, lui, a une opportunité en Bretagne pour prendre une agence bancaire.
Et donc il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc comme je suis un peu glu dans mes relations, donc je lui dis, il est hors de question qu'on se sépare, donc je te suis en Bretagne. Et le jour où on a les signatures pour le projet du musée, tu me rends l'appareil et tu me suis dans l'Orne. Il me dit, OK. Donc on est parti comme ça pendant un an et demi en Bretagne. On a eu les signatures du musée et donc j'ai été embauchée en septembre 2011 à l'âge de 25 ans pour en fait diriger un projet important culturellement pour le département de l'Orne mais aussi pour la Normandie. J'en étais très très fière. Donc là, vous êtes patronne d'un musée. Comment on devient patronne du musée de l'entreprise à patronne de l'entreprise? Comment s'est opéré Alors, la reprise en main de l'entreprise? Donc je suis déjà quelqu'un de très passionné. Donc là, il y a un petit peu plus court, s'il vous plaît. Oui. Je suis quelqu'un de très passionné et on le très sent, bavarde. mais c'est bien, vous nous emmenez avec vous, on voyage avec vous. Donc voilà, donc j'étais passionnée par l'entreprise et puis un jour, mon prédécesseur me convoque pour me dire, écoutez, je suis pas éternelle, je vais passer la main. D'accord, je rencontre la personne qui devait prendre la suite et puis pour diverses raisons, ça se passe pas. Moi, à ce moment-là, dans ma vie personnelle, j'avais donc un enfant. On avait réussi à faire notre premier enfant avec Fabien, Léopold, et je ne pouvais pas avoir de deuxième enfant. C'était pas possible. J'ai fait 4 fausses couches. Donc attention, c'est le moment triste de la soirée après tous les rires qu'on a eus. Mais j'en parle très librement pour aussi lever un tabou. Bon, ça, c'est autre chose. Et voilà, donc moment difficile, et on part en fait, voilà, en se disant on a un enfant, c'est parfait. Le projet de rachat ne se fait pas. Et je vais voir mon prédécesseur en me disant « Mais vous n'avez jamais pensé à vendre à quelqu'un de l'entreprise ?» Et il me dit « Si, c'est drôle que vous me parliez parce que je pense que la personne qui a les épaules pour le faire, c'est vous. » Et je lui réponds « OK. » Et en fait, c'est vraiment parti comme ça. Donc on se lance dans le projet, mais à ce moment-là, c'est pas simple. Hein. Un enfant, la maison, nous on avait 28 ans avec Fabien, c'était vraiment pas évident. Et la vie fait que je tombe enceinte, évidemment. Wow. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et on décide d'arrêter le projet de rachat pour se concentrer sur la grossesse. Donc pour moi, le projet est enterré, c'est comme ça. Voilà, je suis très contente avec Lazare, mon deuxième qui arrive. Et puis, on s'est tellement aimés que dans la foulée, je tombe enceinte du 3e. Wow. Donc je tombe enceinte de Léandre quand Lazare a 3 mois. Donc là, branle-bas de combat, on est plutôt dans le changement de voiture, changement de maison, etc. Et enceinte de 7 mois et demi avec mon gros ventre, dans une réunion de famille, j'ai quelqu'un de la famille qui me dit « Écoute, voilà, je crois dans ton projet, je crois dans l'avenir de votre entreprise. Donc si tu veux, je t'accompagne financièrement et on part ensemble sur le rachat de l'entreprise. » Et depuis, vous tissez un lien fort avec le territoire normand. Exactement, voilà. Donc on a racheté l'entreprise en janvier, il y a un an. Voilà. On a des super partenaires financiers avec nous. Ça marche bien. Tout s'est passé très très bien. On marche très très bien. Depuis un an, on a commencé une transformation en fait vraiment de l'entreprise parce que 186 ans dans la mercerie, c'est assez lourd et on a une mauvaise image malheureusement. Donc on a changé le logo, on change les packaging, on sort notre site internet vendredi, on travaille les réseaux sociaux, on est en train de monter toute une transition numérique de l'entreprise. On a recruté une directrice artistique, on a recruté un chef de projet e-commerce. Enfin, on est vraiment dans une démarche très très innovante et toujours en avant. Et 186 ans, donc je vous invite tous pour les 200 ans dans 14 ans. Donc plein de projets sur les terres normandes et au niveau international. Niveau international, aujourd'hui, on est présent dans 35 pays. Donc, on a notre chiffre d'affaires 80% en France, 20% à l'export, dont 10% aux États-Unis. On a un cabinet stratégique avec nous qui nous accompagne aux États-Unis pour vraiment prospérer là-bas, puisqu'on n'est que dans une niche, on n'est que dans le patchwork aux États-Unis. Mais il y a encore plein de choses. Il y a la couture, la broderie, le sashiko. Et je pense que ça parle à tout le monde dans la salle. Bravo. Audrey Régnier, une sacrée énergie. Merci. 8 enfants, une entreprise. Bravo, Audrey. Une Canaise qui a franchi la ligne départementale pour aller jusque dans l'Orne, figurez-vous. On va accueillir Sébastien Larsonneur. Avant cela, je voudrais vous rappeler que dans quelques jours, ça se terminera dimanche, se terminera l'opération Caen t'es jeune. Vous savez que la ville de Caen est très engagée dans le soutien de la jeunesse et qu'elle a lancé l'an passé cette opération Caen t'es jeune. C'est un appel à projet. Vous pouvez déposer vos projets jusqu'à dimanche. Il y a des jeunes dans la salle. Ils ont encore quelques jours pour le faire. Il y a plusieurs prix qui seront remis. Il y aura le prix jeune, il y aura le prix association, et puis il y aura le prix également du jeune bénévole. Voilà, c'est jusqu'au 3 mars. C'est une opération menée par la mairie de Caen. Et il est évidemment, dans un soir comme celui-là, placé sous le signe de la jeunesse, c'était évident qu'il fallait vous en parler de ce prix Caen t'es jeune. Sébastien Larsonneur du Crédit Agricole de Normandie va nous rejoindre.
je vais vous faire une confidence, il est tout embêté parce qu'il est aussi membre du collectif We Are Malherbe. Et il avait très envie de parler de foot, mais là, on le reçoit, Sébastien, en tant que chargé du marketing client du Crédit Agricole de Normandie. Tout à fait. Merci d'avoir vendu la mèche. C'est pas pareil. Donc bonsoir Stéphane. Et le Crédit Agricole qui est évidemment un partenaire important de nombreuses manifestations en Normandie et de Camp Cause Normand, 3e émission, vous êtes très engagés. Et on va parler du lien forcément ensemble entre le Crédit Agricole et les jeunes, Sébastien. Tout à fait. En fait, pour les jeunes, il y a 2 ans, on avait organisé dans nos locaux, qui sont juste à côté, on avait organisé un trophée des écoles où on avait invité des jeunes à nous dire quels étaient les services qu'ils pouvaient éventuellement qu'ils pouvaient être en attente vis-à-vis de leur banque. Et ils nous ont dit, mais vous, Crédit Agricole, par la place que vous occupez sur le territoire, vous avez de nombreux clients, entreprises et pros qui forcément ont des besoins de recrutement. Nous, jeunes, parfois, on recrute, on galère à trouver un stage, une alternance ou un job. Est-ce que vous n'auriez pas un rôle à jouer au milieu de tout ça ? Et donc, ce qu'on a lancé comme initiative, on s'est associé à une start-up qui s'appelle Wizby, que certains doivent connaître, notamment chez les jeunes. Et avec cette start-up, on a lancé une initiative qui s'appelle Premier Stage, Premier Job, qui est composée d'un volet digital, c'est-à-dire que concrètement, on invite nos clients pros et entreprises à déposer des annonces sur Internet, et nous, on invite les jeunes à aller les consulter. Et l'autre volet, c'est un volet physique, c'est-à-dire qu'on réunit les jeunes et les entreprises dans un bar, dans un lieu très décontracté, pour justement essayer de casser les codes, et on les fait se rencontrer. Donc généralement, c'est un format avec une centaine de jeunes et une dizaine d'entreprises. Et ce que je vous propose, c'est de voir en vidéo ce que ça donne. On a un petit reportage. L'idée, c'était d'avoir un partenariat qui était sur le long terme. Le Crédit Agricole étant un fort acteur de l'emploi en région, il était logique qu'il puisse faire bénéficier de cette posture à ses entreprises clientes et aux jeunes du territoire, et d'avoir un effet vertueux sur l'emploi en région. Quelle a été la perception des entreprises clientes à qui tu as proposé ce job meeting ? L'accueil a été unanime. À 100%, j'ai eu un retour très favorable. Ils ont été reconnaissants en nous remerciant non seulement de leur apporter un service, mais surtout d'avoir pensé à eux. Est-ce que vous avez été surpris que votre banque vous propose cette soirée job dating ? Oui, tout à fait, parce que je ne m'attendais pas effectivement à ce genre de partenariat qu'on pouvait attendre de la part de notre banque. Et vraiment, c'est une très bonne initiative. Ouais. Et êtes-vous surpris qu'une banque organise ce type d'opération ? Pas tellement, parce que c'est les premiers justement à être auprès des jeunes, donc pour moi c'est quelque chose de bien et pas si étonnant que ça. On a déjà un premier retour en termes de résultats sur cette opération-là, Sébastien ? Sur 2018, donc on a une trentaine de jeunes déjà qui ont participé, qui ont trouvé un job, et plus de 300 jeunes qui ont participé, et plus de 30 entreprises qui ont été présents. Voilà. Et le hasard du calendrier veut que, en ce moment même, alors je vous ai dit un cadre original, en ce moment même, dans les couloirs, dans les travées du stade d'Ornano, se tient un job dating. Donc là aussi. À l'heure où on se parle. À l'heure où on se parle. Et donc on croise les doigts pour eux. Il faut envoyer la cancaneuse très vite au stade d'Ornano là. On a dit jeunes. Ouais, ça passe encore. Ça passe encore. Ça c'est pas sympa. Alors il y a aussi des jeunes qui veulent se lancer, qui veulent créer leur boîte. On en a entendu tout à l'heure, qui sont partis très jeunes. Hein. On se souvient du témoignage tout à l'heure avec un jeune qui avait créé son entreprise dès l'âge de 19 ans. C'est ça c'est une vraie tendance. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent devenir leur propre patron, créer leur propre boîte. Et pour ça, on a lancé une autre initiative qui s'appelle les Cafés de la Création. Donc ça s'adresse notamment aux jeunes, mais pas que. Et là, l'idée, alors vous allez croire qu'on fait beaucoup de choses dans les bars, mais c'est vrai que là aussi, c'est dans un cadre décontracté. On amène donc des porteurs de projets à rencontrer différents interlocuteurs, que ce soit des juristes, des comptables, des chambres des métiers, etc., pour challenger leurs projets, voir comment ils peuvent avancer dedans et se sentir soutenus. Un dernier mot, Sébastien, peut-être. Qu'est-ce que vous imaginez faire encore là, par rapport au public jeune dans les semaines qui viennent ? Alors, la dernière initiative qu'on a lancée à destination des jeunes, on l'a lancée depuis fin 2017, c'est une initiative qui s'appelle Job Plus. Le principe, c'est que c'est une plateforme en ligne qu'on a développée, là aussi en partenariat avec Wizby, et on met à disposition des cours, du coaching, tout ça en ligne. Et par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant, lors des recrutements, demandent à ce que les jeunes
est un certificat de langue, ce qu'on appelle le TOEIC, le TOEFL par exemple. Donc ça, sur cette plateforme-là, par exemple, on met à disposition des examens blancs et des concours qui leur permettent de progresser et justement d'être prêts le jour J à passer cet examen-là. Donc le trait d'union en fait par rapport à toutes ces initiatives, c'est vraiment notre volonté d'accompagner les jeunes pour leur entrer dans la vie active et leur faciliter la Et vie. le Crédit Agricole lui-même, il recrute des jeunes? Évidemment, toujours, on recrute beaucoup de jeunes au Crédit Agricole Normandie. Merci Sébastien. Merci à vous. Sébastien. Bonne soirée à tous. Nous allons maintenant accueillir vos copains. Alors, on ne les présente plus, tellement il nous On avait... l'imagine avec son maillot de Malherbe à Dornano samedi contre le PSG. Il l'a sous sa chemise. Alors, on ne les présente plus, tellement leurs prestations au Camp Cause Normand, 2e édition, nous avait remarqué. Il était impossible de faire sans eux pour cette 3e édition. Place à We Are Malherbe. Pour les non-connaisseurs... Pardon. Alors, pour les non-connaisseurs, il n'est jamais trop tard pour les présenter. Une bande de copains qui cherchent qu'à s'amuser et à vous amuser autour de leur passion pour le Stade Malherbe. Malherbe, c'est costard-cravate quand même. Hein. Non, il n'y a pas la cravate, mais il y a le costard. Bien, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Guy. Bonsoir. Vous nous avez invités effectivement l'année dernière, hein, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, on est de retour cette année. Hein, merci. Mais pour vous aussi, ça s'est bien passé Maëva, une belle promotion. Ouais, doucement, le joli cœur. Hein. Alors, vous nous connaissez un petit peu comme des supporters du Stade Malherbe-Caen. C'est un petit peu difficile en ce moment. Non. On est en phase de réflexion stratégique. On va probablement devenir supporter du camp basket Calvados pour gagner un petit peu. Hein. On est relégable aussi en basket. Le hand, peut-être. Il y a peut-être un sport où on est bon. 3000 mètres steeple, il y a à peu près que ça. Ouais. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, We Are Malherbe, ça fait WAM, ça fait We Are Maëva. Comme ça, c'est parfait. On va devenir We Are Maëva. Non, on va pas demander à Stéphane Guy si c'est twerker. Hein. Attendez les gars, dans la salle, il n'y a pas grand monde qui sait ce que veut dire twerker. Hein. Alors, justement, ça tombe bien. Nous, on n'est plus tout jeune, on n'est pas encore totalement vieux. On va essayer de réduire le fossé entre les générations et on va faire un cours de parler le jeune. Je peux lancer le PowerPoint parce que j'ai travaillé pas mal, je suis assez content de moi. Vas-y. Vous allez voir, c'est classe, c'est moderne, on y va. Donc là, il y a tous les trucs qui clignotent, là. Ouais, c'est pour faire jeune. T'es sûr pour Nicolas Seub et Orelsan? Pareil, pour faire jeune. Et les licornes? Non, ça c'est parce que j'aime bien. On peut aimer le foot et être sensible, hein. Regardez Stéphane. Bon, je vous propose d'avancer un petit peu. Donc, on revient à la thématique de la soirée, parler le jeune avec WAM. Alors, on va pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que ça veut dire LOL ou MDR. On va monter d'un cran avec l'expression c'est déclassé. Aurélien, s'il te plaît, c'est déclassé. Alors l'expression c'est déclassé peut apparaître comme un oxymore, mais parce qu'en fait elle témoigne d'une marque d'admiration, d'excellence, une marque d'approbation qui a pour synonyme c'est trop bien, par exemple. Oui. Alors attention au contexte d'énonciation, parce que si par exemple vous dites l'ESM Caen c'est déclassé, bah ouais, là on s'aperçoit que c'est plutôt mal classé en fait, clairement voilà, mal classé. Déclassé, mal classé, c'est un peu toute l'histoire du SMC. Oui, alors on va enchaîner avec une autre expression. C'est quoi les bails? Alors expression à l'étymologie un petit peu obscure. Hein. Elle signifierait quoi de neuf, que se passe-t-il, qu'y a-t-il? Oui, alors son sens, ça dépend du contexte. Par exemple, si je suis à Ouistreham et que je dis c'est quoi les bails? Bon bah en fait ça veut dire il en est où le musée, est-ce que j'ai reçu le mail qui va bien ou pas? Ouais. Alors du coup si on fait un exemple avec le Stade Malherbe-Caen, c'est quoi les bails au SMC? Alors les bails sur le SMC actuellement, donc beaucoup de présidents de club auraient déjà licencié l'entraîneur Fabien Mercadal qui est à gauche, désormais surnommé Fabien Marc Quedal, tandis que à droite donc on a décidé d'innover et d'en prendre un deuxième entraîneur en plus. Donc Roland Courbis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois qu'il est arrivé dans un club, il a mis 8 jours à prendre la place de l'entraîneur. Ouais, il n'avait pas dit c'est quoi les bails, il lui avait dit carrément bye bye. Alors, le langage jeune, c'est aussi communiquer avec les petits pictogrammes, puisque dorénavant, on peut s'adresser à des personnes sans utiliser le langage texte. Par exemple, Aurélien, si je te montre ça... Ça, c'est Maëva, t'es la meilleure. Oui, facile.
Facile. Alors, il passe bientôt, c'est nos camarades de 415. Les t-shirts 415 sont les meilleurs. Voilà, c'est très simple. Ah oui, je vois le truc. Alors, par exemple, si tu veux dire super, ce soir, on mange de la salade de fruits. Ça, par exemple. Tu mets de l'aubergine dans la salade de fruits, toi? Ouais, ça relève un peu le goût. Alors, il y a aussi les footballeurs qui s'expriment en emoji. Et par exemple, si on parlait du cas d'Andy Delors, qui avait quitté Caen pour aller jouer au Mexique au lieu de signer dans un club européen qui le suivait, comment tu pourrais dire ça, Boris? Alors, si le footballeur veut dire « je souhaite jouer au Mexique pour le challenge sportif », en emoji, ça va donner ça. Voilà. Alors, on va passer à une troisième expression, hein, avoir le seum. C'est un rapport avec Nicolas Seum? Alors non. Ça vient de l'arabe sem, qui veut dire venin. Et donc, c'est une expression qui dénote en fait la colère, le dégoût, l'énervement et même à l'occasion une pointe de jalousie. Bon, ce sera un petit peu trop facile d'utiliser un exemple avec le Stade Malherbe-Caen. Hein. Ouais, alors j'ai compris. J'imagine, je suis commentateur sportif. Je suis en train de commenter un Barcelone-PSG. Paris a gagné 4-0 à l'aller. Moi, je me lâche. J'annonce la qualification du PSG parce que le PSG, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Et finalement, le PSG prend 6 buts et se fait éliminer. Et là, vraiment, j'ai le seum. Non, mais ça, Renaud, c'est pas un exemple possible. C'est impossible, ça. Non, c'est impossible. C'est jamais arrivé, ça? Stéphane, c'est jamais arrivé? Impossible. Ah, témoigner. Une dernière expression, hein, la friend zone. Alors la friend zone, c'est un anglicisme qui désigne le fait qu'une personne veuille entretenir une relation amoureuse avec une autre, mais que cette autre personne veuille rester sur le plan purement amical, un peu comme nous avec Maëva par exemple. Exactement. Oui, alors, il y a un exemple bien connu dans le foot, hein, c'est la Ligue 1 qui se refuse au club du HAC. Oui, parce que nous à Caen, alors c'est vrai que ça va peut-être pas durer très longtemps, mais ça fait quand même au moins 5 ans qu'on a une belle relation d'amour avec la Ligue 1. Hein. Oui, alors il va être temps de conclure la soirée. On espère que cette petite cure de jouvence vous aura été profitable. Hein. Ouais, parce que monsieur le maire, grâce à nous, par exemple, vous pourrez dire désormais que le tram s'est déclassé, mais malheureusement les bouchons liés aux travaux, ça met le seum à tout le monde, hein, très clairement. Pour un cours supplémentaire, on vous propose de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous retrouver le vendredi à 19h, une fois sur deux, sur Radio Phoenix. Alors oui, et puis il y a effectivement une dernière expression qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avec vous, mais pour le coup, on va laisser le soin à Maëva d'en donner la définition. Voilà. Merci à vous, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci, We Are Malherbe. Alors, pour la petite histoire, je vais vous poutrer. C'est leur marque de fabrique avant chaque match, où ils lancent l'équipe adverse. Avec ce message, je vais vous poutrer. Et ce soir, voilà. Le collectif We Are Malherbe. Et justement, ils en ont parlé dans leur intervention. On va maintenant accueillir un autre collectif, 415, pas 1515, 415, et leur fameux t-shirt qui les ont rendus célèbres. Ça aussi, c'est une sacrée aventure. La voiture, déjà, c'est les noms. Paul, Coffinière, Aubert, créateur du Mont-Saint-Michel, qui est avec nous ce soir, et puis Oscar de Bruyne, le Belge de l'histoire. Alors vous êtes des copains de lycée, hein, votre histoire est quand même maintenant assez connue. Vous êtes des copains de lycée, ça part un peu comme une blague, comme un amusement, cette histoire de t-shirt. Exactement, donc bonsoir à tous. On était tous ensemble au lycée Victor Hugo à Caen. Et après le bac, en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, Stéphane Guy ne pourrait jamais commenter nos performances footballistiques. C'est vrai. Ou que nous n'allions jamais pouvoir devenir chanteur, basketteur ou quoi que ce soit. Donc c'était important pour nous de nous lancer dans un projet autre que les études. Et c'est pour ça qu'un soir, à 4h15 du matin, on a eu l'idée de fabriquer des t-shirts. Je crois qu'on va voir en photo vos 2 premiers t-shirts, ou en tout cas deux des premiers. Ça nous amène un petit peu en... Ça, c'est pas nos premiers t-shirts, c'est notre... voilà, ça c'est un des premiers t-shirts. Ça, c'est un des premiers. D'accord. Ça, c'est nous en vacances. C'est bien aussi. Pour commenter un peu les photos, la photo juste avant, en fait, c'était nous à Los Angeles parce que on fait des salons pour vendre notre marque. Et du coup, on est très fiers de vendre notre marque aux États-Unis, au Japon.
Sur chaque t-shirt, il y a écrit... Vous avez osé pousser les portes. Vous avez par exemple poussé les portes pour vous faire connaître d'un magasin qui a disparu à Paris, mais qui a longtemps été célèbre pour sa mise en avant des objets design. C'est le magasin Colette. Exactement. Donc ça, c'est un des premiers t-shirts qu'on a fait. Et du coup, comme on vous l'a expliqué, on n'avait pas du tout d'expérience dans le textile. On s'est lancé comme ça. Donc on est arrivé tout simplement un jour dans le magasin. On a demandé aux vendeurs comment on pouvait faire pour être vendu dans ce magasin-là. Et une vendeuse très gentiment nous a expliqué qu'il fallait plutôt envoyer un mail que de débarquer dans le magasin. Donc finalement, elle a gardé les t-shirts et nous a donné l'adresse mail de la personne à contacter. Et c'est comme ça qu'on a été revendu chez Colette. Et suite à ça, on a été vendu dans plusieurs magasins un peu partout dans le monde parce que Colette avait une exposition internationale. La leçon à tirer, c'est qu'il faut savoir oser pousser les portes. Exactement. C'est ce que vous avez fait. Alors comment ça passe d'un amusement entre copains de jeunesse à une affaire qui est aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est d'affaires industrielles. Ouais, alors comment ça passe d'un amusement? Ça passe du fait qu'on aime beaucoup ce qu'on fait, donc peu à peu on aimerait en faire de plus en plus. Et pour certains d'entre nous que je dénoncerai pas, on n'aime pas trop nos études qu'on fait en parallèle, donc on aimerait faire que notre amusement qui devient peu à peu un métier. Et voilà, on s'investit fort, et quand il y a la passion, c'est beaucoup plus simple. Donc on s'investit beaucoup, on crée un site internet, on revend dans d'autres boutiques, on fait des salons à l'international, on essaie de structurer un peu notre équipe, on essaie de structurer un peu notre façon de produire nos vêtements. Vous avez quel âge, Aubert, tous les trois là? Donc on a entre 27 et 28 ans. D'accord. Vous êtes tous habillés avec les produits 415, hein, voilà. Oui, voilà, on porte tous du 415 ce soir. Vous êtes vos propres mannequins. Voilà. C'est la Fashion Week. Et c'est du Made in France et du Made in Caen. En fait, on fait chez nous, on a ouvert un atelier en 2017 à Ranville, donc à 10-15 minutes d'ici, et on a acheté les machines de broderie, d'impression numérique, de sérigraphie, et donc on est maintenant 9 salariés dans l'entreprise. On produit 9 salariés. On est 9 salariés en ce moment, donc à la fois sur la partie production et sur la partie design, marketing. Donc on travaille à la fois en majorité pour notre marque 415 et on travaille aussi, en fait, notre passion nous a amené à proposer nos services à d'autres clients. Alors vous avez deux activités, il y a vos propres produits que vous créez, ceux que vous portez ce soir, puis effectivement vous êtes au service. Alors vous avez des clients très très célèbres. Ouais, en fait, une fois qu'on a ouvert l'atelier, on s'est dit autant faire profiter les gens qu'on connaît de notre savoir-faire pour se lancer dans le textile. Et donc on a proposé nos services, notamment au festival Beauregard. Donc on a fait tous les vêtements l'année dernière qui étaient vendus dans le festival. Et puis en fait, on est beaucoup dans le monde de la culture via la marque 415 et on connaît du coup des rappeurs ou des artistes qui ont des marques de vêtements. Et en fait, maintenant, on travaille avec eux dans ce cadre-là. Par exemple, la marque d'Orelsan qui s'appelle Avenir. Elle est donc chez nous au Super Atelier et nous on s'occupe de toute la logistique de la marque. Et pareil pour les rappeurs Big Flo et Oli qui ont une marque qui s'appelle Visionnaire, c'est également donc à Ranville au Super Atelier. Tout est fait à Ranville. Alors tout est expédié depuis Ranville, tout est dispatché. Là on parle de poids lourd, hein. Orelsan, Big Flo et Oli, chez les jeunes aujourd'hui ça. Voilà, les deux dernières victoires de la musique. Fort. Ouais, vous pouvez. Merci. Et puis il y a quand même la passion qui reste, le foot, qui est à l'origine de vos créations, Paul. Exactement. Donc nous, le foot, depuis toujours, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et au final, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes nos créations depuis le début. Et c'est un vecteur de croissance pour nous. Et voilà, on raconte des histoires tout simplement sur des t-shirts, des histoires qui sont très souvent inspirées par le foot. Vous êtes très réactif, hein. Pendant la Coupe du Monde de foot, l'équipe de France joue un match le mardi, le mercredi vous avez sorti le t-shirt. Voilà, c'est exactement ça. En fait, notre force, c'est qu'on possède nos moyens de production et du coup, ça nous permet tout simplement d'être très réactifs, c'est-à-dire qu'on voit un match, on écoute Stéphane commenter un match et en fonction de son excitation sur les actions, on dessine un t-shirt dans la nuit et le lendemain matin, on peut le vendre. Donc alors vous allez prendre l'engagement devant Maëva aujourd'hui. Dès qu'elle redevient, c'est demain, championne de France 3 mètres 6, vous sortez le lendemain le t-shirt. C'est promis. C'est promis. Ça me touche. Et on te l'envoie et tu vas le recevoir très rapidement grâce à la poste. Et pour les JO de 2024, elle sera équipée 415. Tu seras en 415 si tu veux bien. Voilà. Ben, ma nouvelle marque, on signe le partenariat ce soir. Ok. Et en 2024, il y aura 2000 salariés à Ranville. On espère, voilà. peut-être ailleurs qu'à Ranville parce que plus le temps passe, plus on a besoin de place. Et c'est vrai que nous, comme l'a si bien dit Oscar, c'était important pour nous de créer l'atelier pour partager en fait notre savoir-faire. Et aujourd'hui, on est dans une logique d'expansion. Donc on embauche du monde, on embauche des gens et on a besoin de plus de place et on va acheter bientôt plus de machines.
C'est un message que vous envoyez aux acteurs du développement local, là ? Aussi bien aux acteurs du développement local qu'aux gens qui potentiellement cherchent un emploi. Donc vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur Instagram, le Super Atelier. Et si vous voulez faire des cadeaux, des beaux t-shirts, c'est 415.fr. Vous tapez en toutes lettres 415 dans Google, vous trouvez ça. Ils sont forts, très forts. 415, Bravo, mesdames, messieurs, merci. le Super Atelier. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant demander à François Duval, d'humour d'origine canaise, de monter sur scène. François Duval, c'est un homme à multiples casquettes. Les habitués de Dornano le connaissent parce qu'il a le micro au stade. Et puis vous vous occupez également, donc Maëva, Animateur d'humour France d'origine Bleu canaise. également. C'est ça. C'est ça. Bonsoir à tous. Et vous êtes le créateur d'humour d'origine canaise. Exactement, avec Lucie, une amie qui est dans la salle. Je t'envoie un bisou, Lucie, je sais pas où tu es, mais je t'embrasse. Oui, parce que l'humour, le stand-up en particulier, est un art de la scène qui expose, vous le remarquez, il y en a partout, à la télévision, à la radio, même peut-être des fois dans la rue. Parce que pourquoi ? Il n'y a qu'une seule raison, j'imagine, c'est que c'est l'un des rares arts de la scène accessibles à tous. Pas besoin d'instruments, d'objets particuliers ou même peut-être de budget particulier. Un simple crayon, une simple feuille et un peu d'imagination et c'est parti. Et en plus de ça, il leur faut une scène à ces artistes. Donc du coup, en 2017, avec Lucie, on s'est dit, tiens, on va créer le HEC, l'humour d'origine canaise, pour offrir l'opportunité à des jeunes Canais, des jeunes Normands, eh bien de se tester sur scène et dans l'humour. L'accessibilité pour les artistes, mais aussi pour le public canet. Donc du coup, on a voulu un lieu central, dans Caen, sur le port, à l'O'Donnell's Irish Pub. Et là aussi, c'est gratuit, l'entrée est gratuite, donc l'accessibilité pour tous. Voilà donc l'objectif du HEC. Et donc tous les mois, eh bien, on se retrouve avec un plateau de 4, 5, 6 humoristes et ils sont face au public canet qui a un rôle extrêmement important parce qu'ils jugent ces humoristes et ils votent à la fin de la soirée pour le meilleur et le meilleur repart avec le label d'origine canaise, comme un fromage, tout simplement. HEC. Et HEC, exactement. Et donc voilà, et à la fin de la saison, j'en termine là, au mois de mai, on réunit l'ensemble des labellisés pour organiser une grande finale du HEC. Je vous donne le rendez-vous demain, prochaine soirée du HEC, notez-le bien sur vos agendas, 19h à l'O'Donnell's Irish Pub. Ouais, demain soir. Et c'est gratuit, donc allez-y, prenez une bière, vous installez, ou un verre d'eau, évidemment, et on va bien se marrer demain soir. Alors pour présenter le HEC, ce soir, je vous ai réservé la pépite du HEC. Imaginez Anaïs, toute jeune, canaise, qui, chez elle, dans sa chambre, avec un morceau de papier, commence à écrire des sketchs. Et elle y croit, et elle se dit, ok, j'ai un peu de culot, je vais appeler le HEC, je vais monter sur la scène du HEC. Et elle nous appelle, elle monte une première fois, standing ovation. Elle revient 2 mois plus tard, elle est labellisée, HEC. Elle passe d'un bar de 30, 40, 60 personnes à cette salle, le mémorial de Caen, avec 1200 personnes. C'est pour elle ce soir son zénith, s'il vous plaît. Alors on va lui faire un accueil grandiose, un accueil de zénith public. Allons, on tape dans les mains tous ensemble. Allez, plus fort, plus fort, plus fort. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'accueillir Anaïs Malherbe. Quel accueil! Alors ça c'est de l'accueil. Je remercie François parce que je me suis sentie comme Beyoncé pendant 5 secondes et ça fait un bien fou, que ce soit par la confiance ou autre. Alors merci beaucoup et bonsoir à vous deux, bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de beau monde, donc j'ai troqué les baskets contre les talons et j'ai très mal aux pieds, du coup. Donc ce soir, moi je vais vous parler donc de la ville de Caen, mais on va poser les bases, il y a des sujets à éviter, d'accord ? Donc ce soir, nous ne parlerons pas des travaux du tram, ok. Surtout pas ceux du côté des rives de l'Orne ni de Côte-de-Nacre, non, parce que du coup on change de circulation tous les 2 jours, et le matin au réveil pour aller taffer, c'est oula, bouchon ou déviation, on sait pas, ça va être la surprise, tu vois. Donc non, on n'en parlera pas ce soir. Bien évidemment, on ne parlera pas des gilets jaunes, voilà, ça va de soi. Et évidemment, pas le combo des deux, les travaux plus les gilets jaunes. Ça ferait beaucoup trop pour une soirée, voilà. Donc je ne sais pas tellement de quoi je vais vous parler ce soir.
Je ne sais pas tellement de quoi je vais vous parler ce soir. Eh bien, non, je déconne, je suis caennaise et j'adore la ville de Caen. Je trouve simplement qu'elle n'est pas assez mise en valeur. Voilà. Donc du coup, au vu de ce qu'ont fait des étudiants de l'IPAC de Caen en faisant une vidéo promotionnelle sur la région, en saccageant la chanson de VG Dream, ça a donné ça. La Manche, on est ensemble, allez les bleus. Pour les mecs, on est ensemble, allez. Les vaches, on est ensemble, allez. Avec le camembert à la maison, allez. Les tripes à la mode de Caen, on est ensemble. Et pour les pommes, merci beaucoup, on est ensemble. Et la Normandie, merci beaucoup, on est ensemble. La Normandie, on est ensemble. Voilà. Il n'y avait pas besoin. Non, par contre, moi, quand je vois ça, je me dis qu'on a encore un gros boulot à faire sur la définition du mot promotion. Hein. Parce que là, on n'y est pas. Hein. Forcément que les jeunes vont se barrer à Paris en voyant ça, moi, la première. Hein. On a tous été touchés. Hein. Donc voilà. Donc moi, je peux comprendre maintenant que j'entende dans la rue Caen est une ville qui se meurt. Caen, ça perd un peu de son dynamisme. Hein. Bon, alors on va relativiser un petit peu. D'accord ? Parce que si Caen est une ville morte, est-ce qu'on pourrait parler 2 secondes du maire Leroux et de Bagnoles de l'Orne ? Non, parce qu'à ce moment-là, si Caen est une ville morte, eux, c'est un peu les vestiges d'un empire avec un patrimoine classé à l'UNESCO, à la limite, si vous voulez, mais pas plus que ça. D'accord ? Donc bon, on va y aller mollo par rapport à ça. On est plutôt d'accord là-dessus. D'accord ? C'est vrai que quand on va... J'ai rien contre vous, les Ornais, hein, mais dès qu'on va dans vos contrées lointaines, tout passe en sépia chez vous. Alors là, je ne sais pas par quel système c'est fait, mais alors là, c'est vrai qu'il n'y a plus les couleurs. Là-bas, ils ne connaissent pas, quoi. Et puis, mine de rien, on en oublie aussi que Caen est le berceau d'artistes remarquables. Maëva, vous, ce soir, vous êtes là en chair en os, mais sinon, il y a... j'en ai plein en tête, là. Hein. Il y a Malika Ménard, qui a été citée. Merci. Il y a Aurel San, il y a Fakir, il y a Noroy, les grands-parents d'Edith Piaf, quand même. Et the last but not least, Eugène Poubelle. Et ouais, Eugène Poubelle est cané. À partir de ce moment-là, on peut se dire que c'est assez cocasse que le jeudi soir, les étudiants se mettent minables à coups d'embuscade, qui est soit dit en passant le cocktail typique normand et cocktail qui n'a jamais aussi bien porté son nom, qu'on se le dise, hein, parce qu'ils s'en rendent malades dans un objet créé par l'un de nos ancêtres. Non, vous faites pas trop le lien je sais pas, c'est comme si un dimanche midi, en repas de famille, après avoir trop mangé du gigot flageolet de mamie, tu craches à la gueule de papy. C'est pareil, tu vois, c'est exactement le même phénomène. Non, faut qu'on se le dise. Et puis finalement, quand même, on accueille le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Plus de 30 000 personnes se rassemblent chaque année de Paris, Nantes, Rouen pour fêter le carnaval avec nous. C'est quand même fort. Et si on fait un combo avec Tinder, ça nous fait un bassin de rencontres potentiel qui est énorme. Clairement, pour ceux qui ne sont pas étudiants, c'est comme si un samedi midi, vous rassembliez CRS et Gilets jaunes sur les travaux du tram. C'est pareil. Voilà. Ah pardon, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Je suis désolée. Non, j'arrête. Enfin bref, tout ça pour vous dire ce soir que s'il y en a encore un qui me dit que Caen est une ville morte, eh bien soit. Mais avant de répandre une telle rumeur, viens passer avec moi une journée dans ma ville de cœur. Je vous emmènerai à la colline aux oiseaux où j'ai grandi et à la fac avec son phénix où j'ai appris. Tu descendras avec moi la rue Écuyère où les prépubères goûtent à leur première bière, tandis que les majeurs, place Saint-Sauveur, savourent de plus fines liqueurs. On descendra ensuite à la prairie, découvrir ses courses hippiques, avant de se défouler au son du cargo, de Borgard ou du Nordique. Enfin, j'entretiendrai ta mémoire grâce aux plages du débarquement, avant de te faire prendre un peu de hauteur sur le château de Guillaume le Conquérant. Donc si cette visite a convaincu votre cœur et non pas votre cul, voilà, elle est passée, eh bien vous devriez m'avouer vainqueur et vous avouer vaincu. Merci de m'avoir écouté.
Bravo Anaïs. Bravo Anaïs. Anaïs Malherbe. Et rendez-vous demain soir au O'Donnell's pour une nouvelle... Vous y serez Anaïs demain? Oui, tout à fait. Voilà, si vous voulez croiser Anaïs demain et poursuivre la rencontre et la découverte, c'est au O'Donnell's. On va parler, c'est pas facile, il y a des transitions un peu compliquées parfois ce soir. On va accueillir sur scène, après Anaïs, Laura et Lucie Marie. On va commencer comme ça. Laura et Lucie Marie, s'il vous plaît. Les sœurs Marie. Alors de quoi peut-on parler avec les sœurs Marie d'après vous? Sœur Marie. J'ai dans l'idée qu'on va parler de carrosserie. Eh oui, The Carrosserie, c'est le nom de votre entreprise. Ça paraît très surprenant de voir deux jeunes dames engagées dans ce métier-là. C'est une histoire de famille d'abord. Exactement. Ben oui, on peut dire que l'automobile chez nous, ça fait partie un peu de notre patrimoine génétique. Ça se transmet de génération en génération et je ne sais pas si c'est incurable ou pas, si nos enfants y auront le droit. Mais ça a commencé dans le petit garage de notre grand-père à Mondeville. À Mondeville, ouais. On a passé beaucoup de temps quand on était petite. C'est ça, et puis ensuite notre père a pris le flambeau et on a essayé de faire autre chose que de l'automobile. J'ai fait des études d'infirmière. Ouais, et moi j'étais agent immobilier à Caen. Voilà, et puis Et vous avez été rattrapé par le virus familial. Exactement, le virus familial nous a rattrapés. Et on a rejoint le groupe familial chacune. Donc, moi en 2006, pendant 10 ans, où j'étais chef d'atelier d'une agence Lucie Peugeot. était chef d'atelier dans la carrosserie. Exactement, mécanique et carrosserie, oui. Et Laura était commerciale dans l'entreprise familiale. Oui, on peut aussi dire, j'ai passé 8 ans en carrosserie avec plutôt une casquette d'assistante multitâche. Et être la fille du patron, c'est pas forcément une place super facile et confortable. Donc on a eu envie de s'émanciper, Lucie et moi, et d'écrire notre histoire. On mesure immédiatement votre capacité à vous sentir et à être à l'aise à l'aise, je sais pas. Dans beaucoup d'endroits. Et vous avez créé donc ce label The Carrosserie. Alors qu'est-ce que c'est que The Carrosserie? Expliquez-nous. Donc là, ça c'est notre franchisé donc, à Éterville, mais on a à peu près donc, 20 carrosseries dans toute la France. Ouais. Donc, en fait, on a créé The Carrosserie à l'origine pour venir en aide aux artisans carrossiers un peu partout en France. C'est des métiers en fait qui étaient très individuels, où les uns vivaient à côté des autres sans trop se rencontrer. Vous avez surtout créé un réseau. Sur le bouche-à-oreille aujourd'hui pour faire venir les clients. Nous, on leur apprend pas comment redresser une tôle ou comment faire un raccord de peinture, ça c'est leur job. Nous, on leur donne les clés d'un concept commercial qui leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus attractifs, de faire venir plein de clients chez eux et de remplir leurs ateliers de voitures cabossées. Voilà. Et cette petite idée, cette grande idée, plutôt née à Caen, a essaimé. Aujourd'hui, vous avez une carrosserie sur Caen, d'ailleurs. C'est ça, Éterville. C'est Christophe Gouville à Éterville, le The Carrossier de la ville de Caen. On en a une autre à Blangy-le-Château. Et les autres, les autres du réseau, les autres carrosseries sont partout en France. C'est ça. Absolument. On a la chance d'avoir une croissance plutôt chouette, puisqu'il y a encore un an, on avait 5 carrossiers franchisés sous l'enseigne. Ouais. Aujourd'hui, on en a une vingtaine, un peu partout en France, de Dunkerque à Aix-en-Provence. Principalement dans le Grand Ouest. Principalement dans le Grand Ouest, tout à fait. Donc, et vous m'avez dit, on espère même être 40, c'est-à-dire doubler encore le nombre de franchisés avant la fin de l'année. C'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif du mois d'octobre seulement, 40. Tout à fait, et plutôt 200 carrosseries en France d'ici 5 ans. C'est beau, hein, c'est très très beau, c'est une très belle histoire, et c'est une très belle histoire que vous n'avez pas vécue seule, parce que vous avez été fortement accompagné dans votre démarche. Je pense qu'effectivement, si on n'avait pas eu le soutien et l'accompagnement de la région, on ne serait pas là ce soir en train de... Vous parlez de la région de Normandie, une opération qui s'appelle, je crois, Normandie Pionnière, c'est ça? Alors, on a intégré un incubateur féminin Caen-la-Mer pour donc débuter, se lancer. Ça nous a permis de mettre un pied dans l'écosystème des startups, de rencontrer des prestataires, des gens de l'ADN avec qui on a pu justement obtenir des bourses, des subventions. On a eu la bourse French Tech pour développer notamment toute la solution digitale qui permet, l'application mobile qui permet aux carrossiers d'être plus tendance, et connectés, plus attractifs. Ça veut dire que quand on a une idée, quand on a la volonté de départ, on trouve ici, dans cette région, dans cette ville, les accompagnements pour entreprendre. Oui. Alors là, pour le coup, oui, sans problème. On a même... Voilà, pour la petite histoire, on est toutes les deux aussi des mamans et le projet est né quand même dans notre salon. Donc les premières semaines, il fallait travailler à la maison et c'est pas facile.
de travailler à la maison quand il y a 4 enfants. Et du coup, l'incubateur et surtout, quand la mère nous a hébergés dans un petit bureau en pépinière pendant 9 mois gratuitement, avant qu'on commence à faire du chiffre d'affaires. Et ça nous a permis d'enfiler un costume tous les matins et voilà, d'avoir une vraie activité professionnelle et de se lancer. Donc vraiment Après le témoignage d'Audrey, votre témoignage montre qu'il y a un vrai rapport entre natalité et entreprise quand même. Bah, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Au moins ça c'est fait. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à développer le business. Bravo en tous les cas. Et puis on est de tout cœur avec vous pour la suite de l'aventure. Merci. Félicitations. The Carrosserie, les sœurs Marie, Merci. Laura et Lucie. Alors, il est canet, formateur SNSM, étudiant en Master 2 STAPS, et il devient, à l'occasion d'un stage en 2018, coach sportif pour enfants malades du cancer en Colombie. Coach sportif. Coach sportif. A récemment passé 3 mois à Bogota pour développer l'activité physique de jeunes atteints du cancer, et il y est resté. Pour une jolie leçon d'humilité, d'engagement et de générosité, Vincent Roche. L'idée de cette vidéo est que vous me connaissiez un petit peu plus. Alors quoi de plus simple que d'ouvrir mon Instagram? Je voulais vous présenter un projet de cœur que nous avons développé en 2017 dans le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Caen avec le soutien de l'équipe soignante. Proposer à chaque enfant et adolescent hospitalisé de pratiquer une activité physique adaptée avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'enfant hospitalisé. Je suis arrivé en Colombie en 2018 afin de développer avec Vasi des projets similaires dans le secteur de la santé. Et je profite alors de cette vidéo pour vous faire découvrir ce magnifique pays, que ce soit la Cordillère des Andes, la mer des Caraïbes ou la côte pacifique. Mais ce beau paysage ne me fait néanmoins pas oublier la Normandie, sa gastronomie, mais aussi ses plages et les activités qui vont avec. Et je vous quitte, j'avais oublié, sur une photo de face, dans les rues de Bogota, heureux. Vincent Roche, les bras ouverts. Belle leçon d'humilité. C'est un joli parcours aussi, celui de Vincent Roche.